J'étais assis là, dans mon bureau, le cuir soupirant sous mon poids comme une vieille âme fatiguée. La grande baie vitrée offrait une vue imprenable sur les lumières de Toulouse, une tapisserie scintillante qui, d'habitude, me donnait un sentiment de puissance tranquille. Ce soir, elle me semblait lointaine, presque irréelle, alors que le goût amer du café tiède persistait sur ma langue. C'était fini. Pierre Leclerc était tombé. Son réseau démantelé. Et pourtant, la victoire n'avait pas le goût sucré que j'aurais imaginé. Plutôt une fatigue profonde, une sorte de déchirement. Il y a, 3 semaines, peut-être un mois, les jours se sont fondus les uns dans les autres. Des matins gris de 4 heures, les néons agressifs de la succursale de la Garonne me brûlant la rétine. Je me souviens de ma première nuit de là-bas. Où était-ce un matin? Peu importe. L'horloge affichait 4 heures. 4 heures du matin. Une heure où le monde est censé dormir. Où seule la lune et quelques âmes perdues osent veiller. Moi, Julien, PDG de toute une chaîne de restaurants, je me glissais dans les cuisines comme une ombre, en jeans délavés et chemise froissée. Mon badge de stagiaire indiquait Carl Stevens. Carl, un nom anodin pour un homme qui l'était tout autant. Enfin, en apparence. Personne là-bas ne savait qui j'étais vraiment. C'était crucial. Cette succursale, on l'appelait la Garonne, elle saignait de l'argent depuis 6 mois. Des écarts d'inventaire, des plaintes de clients, un taux de rotation du personnel ahurissant, près de 60%. Les chiffres ne mentaient pas, mais ils ne racontaient pas toute l'histoire. Je m'attendais à de la paresse, du vol, au pire une mauvaise gestion. Ce que j'ai trouvé, ce n'était rien de tout ça. Enfin, si, mais enrobé de quelque chose de bien plus tordu. Les lumières fluorescentes avaient clignoté, une série de bourdonnements et de crépitements avant de s'allumer, d'une blancheur crue qui tuait toute ombre, toute chaleur. Et là, Marie, elle était déjà là. Une jeune femme, la vingtaine à peine, les cheveux noirs tirés si fermement qu'on aurait dit qu'elle craignait qu'une mèche ne se rebelle. Son uniforme impeccable m'a tout de suite frappé. Comme s'il avait été repassé à 3 heures du matin, dans l'obscurité, avec une dévotion presque religieuse. Elle bougeait entre 3 tables de préparation métallique, ses gestes empreints d'une précision mécanique. J'ai un instant pensé qu'elle était effrayée par mon arrivée. Elle a sursauté, une série d'éléments pour sandwich manquait de lui échapper des mains. Oh! Elle avait l'air si fragile, si sur la défensive. Vous êtes le nouveau stagiaire? Oui, Carl, avais-je répondu, tendant la main. Sa poignée était brève, nerveuse, une plume contre ma paume. Je ne pensais pas trouver quelqu'un ici si tôt, Marie. Je viens parfois plus tôt, pour prendre de l'avance avant le coup de feu du petit déjeuner. Mais elle ne prenait pas de l'avance, pas vraiment. Pas de la manière dont n'importe quel employé ferait sa prise d'avance. J'ai dirigé des cuisines avant de gravir les échelons corporatifs. Je savais ce que c'était le travail de préparation. Ça, ce n'était pas ça. Marie était en train de disposer des sandwichs dans un motif très précis, sur plusieurs plateaux. 4 dans sa première rangée, 2 dans la deuxième, 6 dans la troisième. Et ensuite, elle marquait chaque plateau avec des autocollants colorés. Vert, bleu, vert, rouge. Puis elle les glissait dans la chambre froide, toujours dans un ordre spécifique, vérifiant une feuille de papier pliée dans sa poche entre chaque voyage. On aurait dit un code, un langage secret. J'ai essayé de paraître indifférent, l'air de rien. C'est un sacré système, avais-je lancé en m'approchant d'un pas lent. Ses épaules s'étaient tendues. On aurait dit qu'elle était sur le point de s'effondrer sous la pression. C'est juste, comme on fait ici. Vous apprendrez. Qui vous a appris? La question était simple, mais elle avait suffi à faire pâlir son visage. Le directeur, Monsieur Leclerc, oui, il est très, très particulier quant à l'organisation. J'avais hoché la tête, faisant semblant d'étudier le planning de préparation affiché au mur. Mais mes yeux, eux,
Suivait autre chose. Un sac en toile, calé sous la table de préparation la plus éloignée, à moitié dissimulé par une pile de cajots à pain vide. Un cadenas le fermait. Un sac verrouillé dans une cuisine commerciale à 4 heures du matin. Mon instinct de limier s'était réveillé. C'est pourquoi ça? Avais-je demandé, désignant le sac. Sa réaction fut immédiate, viscérale. Elle a littéralement haleté, se plaçant rapidement entre moi et le sac. Ce n'est rien. Des fournitures. Sa voix était tombée en un murmure désespéré. S'il vous plaît, ne touchez pas. Monsieur Leclerc le saura. Non. Quoi? Juste, s'il vous plaît. Avant que je puisse dire un mot, la porte arrière s'est ouverte en claquant, avec une force suffisante pour faire trembler les étagères métalliques. C'était lui, Pierre Leclerc. La quarantaine bien tassée, une montre coûteuse au poignet, des baskets de marque qui n'avaient rien à faire dans une cuisine, et une expression de pure suffisance, comme s'il était le roi du monde. Son badge de directeur était épinglé à sa poitrine, mais il le portait comme une couronne. « Marie! » Sa voix claquait comme un fouet. « Pourquoi les commandes VIP ne sont pas encore emballées? Elles doivent être prêtes pour 5 heures. J'y travaille, Monsieur Leclerc. Je ne veux pas d'excuses. » Leclerc avait pointé un doigt vers le sac verrouillé. « Vous connaissez le planning. Vous savez ce qui se passe si vous gâchez tout. » Les yeux de Marie scintillaient, mais elle avait hoché la tête rapidement. « Oui, monsieur, je suis désolé. » C'est là que Leclerc m'a remarqué. « Qui diable êtes-vous? » J'avais gardé une expression neutre, même si chaque instinct hurlait de le virer sur le champ. Carl Stevens, nouveau stagiaire. Mon premier jour aujourd'hui. Leclerc m'avait toisé de haut en bas avec un dédain évident. Super, une autre bouche à nourrir. Il s'était tourné vers Marie. Donnez-lui un uniforme. Montrez-lui comment débarrasser les tables. Et puis, ses yeux s'étaient plissés en direction. Et Carl, nous gérons un bateau très serré ici. Vous ne posez pas de questions stupides. Vous ne touchez pas à ce qui ne vous appartient pas. Vous faites exactement ce qu'on vous dit. Quand on vous le dit. Compris, j'étais PDG depuis 8 ans. J'avais négocié avec des investisseurs, géré des milliers d'employés, parlé lors de conférences devant des foules qui pouvaient remplir des stades. Mais à ce moment précis, j'étais Carl Stevens, stagiaire. Compris, avais-je dit calmement. Leclerc avait grogné, saisi le sac verrouillé sous la table. Marie avait tressailli et s'était dirigée vers son bureau. « Marie, mon bureau, 2 minutes. » Dès qu'il fut parti, les mains de Marie avaient commencé à trembler. « Hé, avais-je dit doucement. Ça va? » Ça va, monsieur Moron, mais ce n'était pas vrai. Sa respiration était trop rapide, ses mouvements trop brusques alors qu'elle essayait de continuer à préparer. Ce qu'il a dit sur les commandes VIP, c'est normal. Le rire de Marie était amer et brisé. Normal. Rien n'est normal ici, mais c'est comme ça. Elle m'avait enfin regardé et j'avais vu dans ses yeux quelque chose que je reconnaissais dans une centaine de rapports d'éthique d'entreprise. La peur. Une peur pure, suffocante. Écoutez, Carl, vous avez l'air gentil. Alors, je vais vous donner un conseil que ma grand-mère m'a donné le jour de mon premier travail. Gardez la tête basse, faites votre travail. Ne faites pas de vagues, surtout pas avec Monsieur Leclerc. Que se passe-t-il si vous le faites? Elle avait ouvert la bouche, l'avait refermée, avait jeté un coup d'œil vers le bureau où Leclerc avait disparu. « Vous perdez tout », avait-elle murmuré. Puis elle était partie, se hâtant vers le bureau comme quelqu'un qui marche vers son exécution. Je me suis retrouvé seul dans la cuisine, entouré des preuves d'un problème profond. Les arrangements codés de sandwich, le sac verrouillé, la peur dans les yeux de Marie. J'ai sorti mon téléphone, un vieux modèle, rien qui puisse trahir ma véritable identité, et j'ai pris une photo des tables de préparation, du motif d'autocollant, du planning au mur. J'étais venu ici en m'attendant à trouver de l'inefficacité. J'avais trouvé bien pire.
Et quoi que ce soit dans ce sac verrouillé, quoi que soient ces commandes VIP, quelle qu'ait été l'emprise de Pierre Leclerc sur Marie, j'allais tout découvrir. Même si cela signifiait passer chaque quart de travail brutal de 4 heures du matin ici, côte à côte avec une serveuse terrorisée, clairement prise au piège dans quelque chose qu'elle n'avait jamais demandé. La partie était lancée, et Pierre Leclerc n'avait aucune idée qu'il était déjà en train de perdre. Parfois, la nuit, quand le sommeil refusait de venir, je repensais à mon père. À la façon dont il répétait toujours « Ne fais confiance à personne dont les promesses sont trop belles ». Il parlait des marchands sur le marché de notre village, ceux qui survendaient leurs produits pour quelques centimes. Mais maintenant, ici, dans cette cuisine qui sentait le gras et la peur, je comprenais ces mots autrement. Le château des belles promesses, les mensonges sucrés, tout semblait trop beau, trop parfait. Et la perfection n'existe pas. C'était une leçon que j'avais apprise à mes dépens plus d'une fois, mais je réalisais que je n'avais jamais vraiment saisi sa profondeur jusqu'à ce que je voie ce que la recherche de cette prétendue perfection, ou du meilleur, pouvait coûter à des gens comme Marie. Le coup de feu du petit déjeuner avait déferlé à 6h30 du matin comme une vague impitoyable. J'avais commencé comme plongeur 20 ans auparavant, mais j'avais oublié à quel point le service en salle pouvait être impitoyable. Les commandes volaient, les clients claquaient des doigts, le tintement constant des assiettes et des couverts créait un rythme effréné qui ne s'arrêtait jamais. Et à travers tout cela, Marie ne ralentissait jamais. Elle se déplaçait entre les tables avec une efficacité rodée, équilibrant des plateaux qui auraient fait hurler mes bras, souriant à des clients qui la regardaient d'à peine, nettoyant des dégâts qui n'étaient pas de sa responsabilité. Elle était là depuis 4 heures du matin. Il était maintenant presque 9 heures. « Marie !» La voix de Leclerc avait retenti de la cuisine. « La commande de la table sept est mauvaise. Réglez ça tout de suite. » J'avais jeté un coup d'œil à la table sept. Le couple de personnes âgées semblait parfaitement satisfait de leur repas. Marie l'avait vu aussi. J'avais observé la reconnaissance vaciller sur son visage. Il n'y avait aucune erreur. Mais elle n'avait pas discuté, avait juste saisi les assiettes, s'était excusée à profusion auprès des clients confus, était-elle retournée en cuisine. Ce n'était pas faux, avait chuchoté une voix à côté de moi. Je m'étais tourné pour trouver un autre serveur, un jeune homme, 19 ans peut-être, avec un badge au nom de Théo. Il remplissait des salières avec des mains qui tremblaient légèrement. « Quoi ?» avais-je demandé. Théo s'était penché, les yeux fixant nerveusement la cuisine. La table sept, il n'y avait rien de mal avec cette commande. Leclerc lui fait ça. Il la force à refaire un travail parfait. La fait s'excuser pour des choses qui ne sont pas des erreurs. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis? La mâchoire de Théo s'était contractée. Le pouvoir, le contrôle. Il sait qu'elle ne peut pas se défendre. Avant que je puisse en demander plus, Leclerc était sorti de la cuisine, ses yeux balayant la salle comme un prédateur scrutant sa proie. Théo s'était immédiatement affairé avec les salières, tête baissée. Le message était clair, ne pas se faire remarquer. J'avais observé Leclerc s'approcher d'une banquette où étaient assises 2 femmes d'âge mûr. Son comportement entier avait soudainement changé. Charmant, attentif, riant de quelque chose que l'une d'elles avait dit. Il avait fait signe à Marie. « Marie, ce sont des invités spéciales. Assurez-vous qu'elles aient le traitement VIP. Tout ce qu'elles veulent est offert par la maison. » Les femmes s'étaient extasiées. Marie avait hoché la tête. « Oui, Monsieur Leclerc. » Alors qu'elles s'éloignaient pour passer leur commande, j'avais remarqué Leclerc sortir son téléphone et taper quelque chose rapidement. En quelques secondes, le téléphone d'une des femmes avait vibré. Elle l'avait regardé et avait souri en connaissance de cause à Leclerc. Mais qu'est-ce que tout ça voulait dire? Moment, ici, je dois faire une pause. Tout ça, cette mascarade que Pierre Leclerc menait, c'était une absurdité totale quand on y pense, non? Je veux dire, j'étais le PDG d'une entreprise qui pesait des millions,
et je me retrouvais à épier un manager minable qui organisait des vols de sandwich et du chantage pour quoi des critiques positives sur les réseaux sociaux. C'était tellement petit, tellement mesquin, et pourtant ça détruisait des vies. Ça me faisait réaliser que la corruption, le mal, n'a pas toujours le visage d'un grand cartel. Parfois, c'est juste un petit tyran de province qui exploite la peur des gens. C'était tellement loin de mes réunions de conseil d'administration, de mes stratégies de marché, de la vision globale. Et pourtant, c'était ça, la réalité de mon entreprise au plus bas niveau. C'était déconcertant, terrifiant même. Ça m'a fait douter de beaucoup de choses que je pensais savoir sur le monde de l'entreprise. Enfin, retour à l'histoire. J'imagine que vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, pas mes réflexions existentielles, hein? La salle de pause était un espace exigu au néon vacillant et un micro-ondes qui semblait plus vieux que ma carrière. On m'avait dit que les pauses duraient 15 minutes. J'avais travaillé sans relâche pendant 5 heures. Marie était entrée à 10h45 et j'avais réalisé avec un pincement au cœur que c'était sa première pause. 6 heures et demie d'affilée. Elle s'était effondrée sur une chaise pliante et avait pressé ses paumes contre ses yeux. « Ça va ?» avais-je demandé, m'asseyant en face d'elle. « Ça va. Vous êtes debout depuis 4 heures du matin. C'est le travail. » Sa voix était plate, mécanique, défaite. J'avais choisi mes mots avec soin. Leclerc a l'air intense, là. Le rire de Marie était creux. C'est un mot. Théo m'a dit qu'il vous fait refaire un travail parfait. Sa tête s'était relevée brusquement, les yeux écarquillés de panique. Théo ne devrait pas. Vous ne devriez pas. Elle s'était levée d'un bond. Je dois y retourner. Marie, attendez. Je m'étais aussi levé. Votre pause vient de commencer. Vous y avez droit. Droit. Le mot était sorti, aigu et amer. Vous êtes vraiment nouveau, n'est-ce pas, Carl? Elle se dirigeait vers la porte, mais j'avais fait un pas pour me placer sur son chemin. Pas pour bloquer, juste pour être là. Parlez-moi, avais-je dit doucement. Quoi qu'il se passe ici. Vous voulez savoir ce qui se passe? La façade de Marie s'était fissurée, juste un instant, et j'avais vu l'épuisement en dessous. La peur, le désespoir. Je suis les règles de Monsieur Leclerc, chacune d'entre elles. Je viens tôt, je reste tard. Je souris quand il hurle. Je corrige des commandes qui ne sont pas cassées et je ne pose jamais, jamais de questions. Pourquoi? Ses yeux s'étaient remplis de larmes qu'elle refusait de laisser tomber. Parce que si je ne le fais pas, ma grand-mère perd son travail. Mon sang s'était glacé. Quoi? Ma grand-mère, elle travaille à la boulangerie centrale de l'entreprise depuis 30 ans. La voix de Marie était tombée en un murmure brisé. Leclerc m'a dit que si je causais le moindre problème, si je me plaignais, si je dépassais les bornes, il passerait d'un coup de fil. Elle serait virée. Et elle a des amis dans toutes les boulangeries de la région. Elle serait blacklistée. À 72 ans, elle perdrait tout. La cruauté de la chose m'avait frappé comme un coup physique. Ce n'était pas juste du favoritisme, c'était de l'extorsion, du terrorisme émotionnel. Marie, c'est illégal, il ne peut pas, n'est-ce pas? Elle avait essuyé ses yeux rapidement. Qui va me croire? Une serveuse contre un manager avec 5 ans d'évaluation de performance parfaite. Il est intouchable, Carl. Et moi, sa voix s'était brisée complètement. Je ne peux pas lui faire perdre son travail. C'est tout ce qu'elle a. C'est tout ce qu'on a. La porte de la salle de pause s'était ouverte en grand. Leclerc était là, les yeux froids. La pause est finie. Marie, au travail. Oui, monsieur Leclerc. Elle s'était glissée devant lui sans un mot. Leclerc m'avait regardé avec quelque chose de dangereux dans son expression. Vous aussi, stagiaire. Et Carl, arrêtez d'essayer d'être son ami. Ça ne finira bien pour aucun de vous. Alors que je retournais en salle, mon esprit tournait à toute vitesse.
Pierre Leclerc n'était pas seulement corrompu. C'était un tyran qui détenait des otages. Et j'allais anéantir toute son opération. Le lendemain, j'étais arrivé à 5 heures du matin. Assez tôt pour paraître zélé, assez tard pour ne pas éveiller les soupçons sur la présence d'un stagiaire avant l'ouverture de la préparation. Marie était déjà là. Bien sûr qu'elle l'était. Mais aujourd'hui, Leclerc était là aussi, faisant les 100 pas près du quai de chargement, son téléphone pressé contre l'oreille. Oui, comme la semaine dernière, avait-il dit, d'une voix basse mais pas assez discrète. Moins de bacon, plus d'articles premium. Vous savez ce qu'il me faut. Une pause. Bien, à dans 10 minutes. Il avait raccroché juste au moment où il m'avait remarqué. Son expression s'était aigrie. « Qu'est-ce que vous faites ici si tôt? » Je me suis dit que j'allais apprendre le processus de réception, avais-je dit, en gardant un ton neutre et légèrement niais. Vous savez, être proactif. Leclerc m'avait étudié un long moment, puis avait haussé les épaules. Très bien, restez en dehors du chemin et gardez votre bouche fermée. À 5h47, un camion de livraison réfrigéré s'était garé au quai de chargement. Le chauffeur était un homme costaud, la cinquantaine, qui avait salué Leclerc comme un vieil ami. Ils avaient parlé à voix basse pendant que Marie et moi commencions à décharger les caisses sous l'œil vigilant de Leclerc. J'avais examiné les rapports d'inventaire de cette succursale une douzaine de fois avant de me mettre sous couverture. Je savais ce qui devait arriver. 100 kilos de bacon, 25 kilos de saumon fumé de qualité supérieure, 50 kilos de pain artisanal, des fromages spéciaux. Ce qui était réellement descendu du camion racontait une autre histoire. Seulement 4 caisses de bacon, avais-je dit, vérifiant le manifeste. C'est ce qu'il dit, avait répondu le chauffeur sans me regarder dans les yeux. Mais le manifeste en disait 8 cases. Je l'avais vu avant que le chauffeur ne le remette à Leclerc. J'avais observé Leclerc barrer des articles, griffonner de nouvelles quantités. 10 caisses de saumon étaient devenues 6. Des grains de café premium, censés être 20, étaient passés à 12. Et puis, il y avait des articles qui ne figuraient sur aucune commande officielle. Des boîtes blanches scellées, sans marque sauf de petits autocollants colorés. Vert, bleu, rouge. Les mêmes couleurs que Marie avait utilisées sur les sandwichs du petit déjeuner la veille. Mon pouls s'était accéléré. « Marie !» avait appelé Leclerc d'une voix sèche. « Signez ici. » Elle s'était approchée avec une réticence visible, regardant le manifeste modifié. Son visage était devenu pâle. « Monsieur Leclerc, cela dit que nous avons reçu 40 kilos de pain, mais nous n'avons reçu que... » Signez. Sa voix était de glace. « Mais le compte est faux. Si l'entreprise audite, l'entreprise n'audite rien si vous faites votre travail et signez ce maudit papier. » Leclerc s'était rapproché, baissant la voix juste assez pour que le chauffeur n'entende pas. « Où dois-je passer cet appel dont nous avons discuté? Vous savez lequel. » La main de Marie tremblait en signant. Je sentais la rage monter dans ma poitrine, mais je m'étais forcé à rester dans mon rôle. Observer, documenter, attendre. Alors que le chauffeur commençait à s'éloigner, Leclerc avait saisi 4 des boîtes blanches sans marque et les avait transportées vers sa voiture, une BMW garée sur la place du directeur, pas à la réserve, pas à la cuisine, mais à son véhicule personnel. J'avais fait semblant d'organiser des caisses vides en sortant mon téléphone, le dirigeant pour capturer Leclerc chargeant les boîtes dans son coffre. La photo était granuleuse dans la lumière du petit matin, mais elle ferait l'affaire. « Hé, Carl! » J'avais aussitôt mis mon téléphone en poche. « Ouais. » Leclerc avait claqué son coffre. « J'ai dit d'aider Marie avec le compte de l'inventaire. »« Vous êtes sourd. Désolé. J'y vais. » À l'intérieur de la chambre froide, Marie comptait les articles, des larmes coulant silencieusement sur son visage. 21 kilos de bacon, avait-elle chuchoté en notant 30. 14 kilos de saumon, elle avait noté 25. Marie, ne faites pas ça, sa voix s'était brisée.
S'il vous plaît, Carl, juste ne dites rien. C'est du vol, ils volent l'entreprise et vous forcent à le couvrir. Vous croyez que je ne sais pas ça? Elle s'était tournée vers moi, les yeux flamboyants à travers les larmes. Vous croyez que je veux faire ça? Chaque semaine, je signe ces mensonges. Chaque semaine, je l'aide à voler. Et chaque semaine, je me déteste un peu plus. Alors laissez-moi vous aider. Nous pouvons le signaler à... À qui? Avait-elle ri amèrement. L'entreprise? Leclerc est ici depuis 5 ans. Chaque audit, il le passe. Chaque inspection, des scores parfaits. Il a des amis à la direction régionale. Il m'a dit lui-même qu'il était intouchable. J'avais voulu lui dire la vérité, que j'étais l'entreprise, que je pouvais y mettre fin d'un coup de fil. Mais pas encore. Il me fallait l'image complète. Qu'y a-t-il dans ces boîtes blanches? Avais-je demandé à la place. Marie s'était figée. Je ne sais pas. Si vous savez. Elle était restée silencieuse un long moment, sa respiration formant de la buée dans l'air froid. Finalement, elle avait parlé. Des commandes VIP, des repas spéciaux pour les amis de Leclerc, des influenceurs, des politiciens locaux, des hommes d'affaires, des gens qui lui donnent de bonnes critiques, promeuvent le restaurant, regardent ailleurs quand les choses ne collent pas. Sa voix était tombée à peine à un murmure. Il utilise l'inventaire de l'entreprise pour les nourrir gratuitement. Des ingrédients premium que nous avons payés. Et je dois les préparer tous les matins à 4 heures avant que quiconque n'arrive. Mon Dieu, ce n'était même pas le pire. Marie m'avait regardé dans les yeux. Il y a 2 semaines, je l'ai entendu au téléphone. Il parlait d'expansion. Il a dit qu'il avait des managers dans 3 autres succursales prêts à démarrer le même système. Mon esprit avait vacillé. Ce n'était pas un manager corrompu. C'était un réseau. Et quelque part dans l'entreprise, probablement à la direction régionale, quelqu'un le protégeait. De l'extérieur de la chambre froide, la voix de Leclerc avait retenti. « Marie, les commandes VIP sont prêtes. » Elle avait essuyé rapidement ses yeux. « Je dois y aller. » Alors qu'elle partait, j'étais resté dans l'air glacial, pensant. J'étais venu ici en m'attendant à de petits vols. J'avais trouvé un réseau de corruption organisé. Et le lendemain, j'allais commencer à le démanteler. Le quart de travail qui aurait dû se terminer à 15 heures se poursuivait encore à 20h47. Mes pieds me faisaient mal, mon dos hurlait et j'avais acquis une nouvelle appréciation pour chaque travailleur de première ligne que j'avais jamais employé. Mais je n'étais pas celui qui souffrait le plus. Marie était là depuis 16 heures. Leclerc avait prolongé son quart 3 fois. D'abord en prétendant qu'il manquait de personnel, puis en inventant un grand nettoyage à faire, enfin en insistant pour qu'elle prépare les commandes VIP du lendemain soir parce qu'il avait une réunion importante le matin. À chaque fois, Marie avait simplement hoché la tête. « Oui, monsieur Leclerc. Théo était parti à 6 heures, me chuchotant en sortant. Il lui fait ça 2 fois par semaine, parfois plus. C'est comme s'il aimait l'avoir craqué. » Maintenant, la salle à manger était vide, les chaises empilées sur les tables, les sols lavés. Leclerc était parti 1 heure plus tôt dans sa BMW, son coffre rempli de plus de boîtes sans marque. L'autre personnel de cuisine avait pointé. Il ne restait que Marie et moi. Je l'ai trouvée dans la chambre froide. Elle était assise par terre entre les étagères, les genoux serrés contre sa poitrine, sanglotant si fort que tout son corps tremblait. Le son était étouffé par le bourdonnement du congélateur et ses tentatives de rester silencieuse, comme si elle l'avait déjà fait et avait appris à pleurer sans bruit. Mon cœur s'était brisé. « Marie, » avais-je dit doucement. Elle avait levé les yeux, le visage marbré et mouillé, et avait essayé de se relever en catastrophe. « Je suis désolé, j'ai presque fini la préparation, j'avais juste besoin d'1 minute. » « Arrêtez !» Je m'étais agenouillé à côté d'elle, le froid transperçant mes jeans. « Arrêtez juste, vous n'avez pas à vous excuser. Je dois finir. » « Non, vous n'avez pas à le faire, pas ce soir. » De nouvelles larmes avaient coulé.
Vous ne comprenez pas. Si je n'ai pas ses commandes prêtes, il va. Sa voix s'était complètement brisée. Il appellera son superviseur. Elle inventera une plainte. Ma grand-mère, elle est tout ce qu'il me reste, Carl. Je m'étais assis complètement, ignorant le béton gelé. Parlez-moi d'elle. Marie avait semblé surprise par la question. Puis, lentement, elle avait commencé à parler. Elle s'appelle Rosa Duval. Elle travaille à la boulangerie centrale depuis 30 ans. Elle a commencé quand ma mère n'était qu'une enfant. Marie s'était essuyé les yeux avec sa manche. C'est elle qui fait le pain artisanal, le levain que tout le monde aime. C'est une petite femme avec le plus grand cœur. Et elle m'a élevé après la mort de ma mère quand j'avais 12 ans. Je suis désolé. Le cancer, rapide et brutal. La voix de Marie était distante maintenant, perdue dans le souvenir. Grand-mère m'a accueilli sans hésitation. Elle avait déjà la soixantaine, déjà fatiguée par des décennies de travail, mais elle ne s'est jamais plainte. Elle faisait des doubles cars pour payer mes vêtements d'école. Elle m'a appris à être forte. Elle a l'air incroyable. Elle l'est. Et maintenant, elle a 72 ans et son arthrite empire. Et elle n'a pas les moyens de prendre sa retraite parce que nous payons encore les frais médicaux de ma mère. Les larmes étaient venues plus vite. Ce travail est sa vie, Carl. C'est sa fierté, ses amis, son but. Et Leclerc sait tout ça parce que j'ai été assez stupide pour le lui dire quand j'ai commencé. À l'époque où je pensais qu'il était vraiment une personne décente. J'avais senti mes mains se serrer en poing. Je les avais forcées à se détendre. Comment cela a-t-il commencé? Les commandes VIP? L'extorsion? Marie avait pris une respiration tremblante. Il y a 3 mois, j'ai remarqué que l'inventaire ne correspondait pas à ce que nous recevions. J'ai pensé que c'était une erreur, alors je l'ai mentionné à Leclerc. Il est devenu très silencieux, très froid, m'a emmené dans son bureau et m'a dit que je devais être une joueuse d'équipe, que les employés qui réussissaient savaient quand se taire. Et quand vous ne l'avez pas fait, il m'a montré son dossier d'employé, celui de ma grand-mère. Il a dit qu'il avait un ami au RH qui lui devait des faveurs. Il a dit qu'une plainte anonyme sur la qualité de son travail et elle serait mise sous plan d'amélioration des performances. 2 plaintes et elle serait virée. Et puis il a souri et a dit « Mais nous ne voulons pas ça, n'est-ce pas, Marie? Nous voulons être des joueurs d'équipe. » La cruauté calculée de la chose m'avait rendu malade. Le lendemain matin, il m'a fait venir à 4 heures du matin. Il m'a appris le système de code couleur. Vert pour les membres du conseil municipal, bleu pour les propriétaires d'entreprises locales, rouge pour les influenceurs des réseaux sociaux. Il m'a montré comment préparer leur repas gratuit en utilisant l'inventaire premium. Elle avait ri amèrement. Il appelait ça les relations communautaires. Ça s'appelle du détournement de fonds. Je sais, les mots lui avaient échappé. Je sais que c'est mal, je sais que j'en fais partie maintenant, et je déteste ça, et je le déteste, et je me déteste d'être trop effrayé pour arrêter. Elle avait enfoui son visage dans ses mains. Quel genre de personne ça fait de moi? J'avais voulu lui dire la vérité. Voulu révéler que j'étais le PDG, que je pouvais virer Leclerc ce soir même, que je pouvais la protéger, elle et sa grand-mère. Mais si je le faisais maintenant, Leclerc détruirait les preuves. Son réseau se disperserait. Les managers des autres succursales couvriraient leurs traces. J'avais besoin de tous les prendre. Alors, à la place, j'avais posé une main douce sur l'épaule de Marie. Ça vous rend humaine, avais-je dit doucement. Et ça fait de vous quelqu'un qui aime sa grand-mère plus qu'elle ne déteste la corruption. Il n'y a aucune honte à cela. Alors, pourquoi ça fait si honte? Parce que vous êtes une bonne personne dans une situation impossible. Nous étions restés en silence un instant. Le bourdonnement du congélateur était le seul bruit. Finalement, Marie avait parlé à nouveau, d'une petite voix. Parfois, je pense juste à démissionner, à partir,
Mais alors grand-mère ne comprendrait pas pourquoi, et Leclerc la punirait probablement quand même par dépit. Elle m'avait regardé avec des yeux épuisés et désespérés. Je suis piégé, Carl. Complètement piégé. J'avais soutenu son regard fermement. Pas pour toujours, avais-je dit, et je le pensais. Le jour de la confrontation avec Benoît, l'influenceur, j'étais arrivé à 5h30. Marie était déjà là, les coudes dans la préparation, des cernes sombres creusées sous ses yeux comme des hématomes. Bonjour, avais-je dit doucement, elle avait à peine levé les yeux. Bonjour, vous êtes là depuis combien de temps? 4 heures. Sa voix était mécanique, résignée. Monsieur Leclerc a envoyé un SMS à minuit disant « Nous avons un VIP spécial aujourd'hui, nécessite une préparation supplémentaire. » J'avais senti la colère monter dans ma poitrine, mais j'avais gardé une expression neutre. « Qui vient? » Avant que Marie ne puisse répondre, Leclerc avait fait irruption par la porte arrière. Le téléphone pressé contre son oreille, riant comme s'il venait d'entendre la blague la plus drôle du monde. Absolument, mec. Ouais, elle aura tout prêt. Traitement premium comme toujours. Une pause, Mahadien. Hey, tu continues juste à poster ces critiques et on continuera à te nourrir. Gagnant, gagnant, n'est-ce pas? Plus de rire. À tout à l'heure, 9h. Il avait raccroché et m'avait repéré. Carl, en salle aujourd'hui, les tables doivent être dressées. Bien sûr. Je m'étais dirigé vers la salle à manger, mais je m'étais positionné de manière à pouvoir toujours entendre. Leclerc s'était tourné vers Marie. Benoît Lambert arrive à 9h. Vous connaissez la musique. Bénédicte au saumon fumé, hachis parmentier à la truffe, café importé, faites ça parfait. Oui, monsieur Leclerc. Et souriez quand vous le servez. Il fait une story sur Instagram. Faut que ça ait l'air bien. Je connaissais ce nom. Benoît Lambert, influenceur local avec 200 000 abonnés, postant toujours sur des pépites cachées, des restaurants et des expériences authentiques. Authentiques. Bien sûr, à 9h07, Benoît Lambert était entré comme s'il était chez lui. La trentaine vêtue de vêtements de sport de marque, son téléphone déjà sorti et en mode enregistrement. Son sourire était d'un blanc éclatant et complètement artificiel. Derek. Il avait serré la main de Leclerc comme s'ils étaient de vieux amis de fac. Marie prendra grand soin de vous, avait dit Leclerc, sa main se posant de manière possessive sur l'épaule de Marie. Elle avait tressailli mais ne s'était pas éloignée. Tout ce que vous voulez est offert par la maison, comme toujours. Les yeux de Benoît s'étaient illuminés. Tu me gâtes, mon frère. Il orientait déjà son téléphone pour un selfie avec le menu. Mes abonnés vont adorer ça. Alors que Leclerc s'éloignait, Benoît avait débité sa commande sans regarder Marie. Bénédicte au saumon fumé, hachis parmentier à la truffe. Ce café brésilien que vous avez toujours, on ne sait comment. Il avait fait un clin d'œil. Et surprendre-moi avec une pâtisserie, quelque chose de photogénique. Bien sûr, la voix de Marie était restée stable, mais j'avais vu ses mains trembler en écrivant. « Oh, et chérie !» avait appelé Benoît après elle. « Assurez-vous que le dressage soit digne d'Instagram. Oui, la présentation est primordiale. » Ne l'appelle pas chérie, avais-je pensé sombrement. Le repas était parfait. Bien sûr qu'il l'était. Marie en avait probablement préparé des variations une centaine de fois. Benoît avait passé 15 minutes à le photographier sous différents angles. La nourriture refroidissant pendant qu'il ajustait des filtres. Quand il avait enfin mangé, il avait émis des bruits de plaisir exagérés et s'était filmé en train de prendre des bouchées. « C'est incroyable », avait-il dit à son téléphone. « Sérieusement, si vous êtes dans le coin, vous devez essayer cet endroit. Le meilleur spot de petit déjeuner en ville, sans hésiter. Dites-leur que c'est Benoît qui vous envoie. » J'avais eu la nausée en le regardant. Chaque bouchée était volée. Chaque compliment était construit sur le travail exténuant de Marie et l'inventaire volé de l'entreprise. Quand Benoît avait fini, il avait claqué des doigts. « L'addition, s'il vous plaît. » Marie s'était approchée avec une facture que je savais afficherait 0 €. Mais cette fois, quelque chose était différent.
Marie se tenait à côté de la table, la facture à la main, et ne la posait pas. Benoît avait levé les yeux, confus. Tu vas me la donner ou quoi? Ça fera 47 € et 30 centimes, avait dit Marie doucement. La salle à manger était devenue silencieuse. Benoît avait cligné des yeux. Quoi? Ton repas? 47 € et 32 centimes, mec. Derek a dit. Je sais ce que Monsieur Leclerc a dit. La voix de Marie était plus forte maintenant, portant à travers le restaurant soudain silencieux. Mais cette nourriture n'est pas gratuite, ça coûte de l'argent. L'argent que l'entreprise paye, l'argent qui est volé. Le visage de Benoît s'était empourpré. Vous êtes sérieuse, là? Vous savez combien de personnes j'envoie dans ce bouge? Je m'en fiche. Mon cœur battait la chamade. Qu'était-elle en train de faire? De la cuisine, Leclerc avait émergé, le visage violacé de rage. Marie, qu'est-ce que... Non. Marie s'était tournée vers lui et j'avais vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant dans ses yeux. Pas de la peur, mais de la fureur. Une fureur pure, brûlante. J'en ai assez. J'en ai assez de mentir. J'en ai assez de voler. J'en ai assez de vous aider à monter cette arnaque. Tout le restaurant regardait maintenant. Leclerc s'était dirigé vers elle, sa voix basse et venimeuse. Vous devez fermer votre bouche tout de suite ou quoi, vous appellerez la superviseure de ma grand-mère. Le rire de Marie était fou et brisé. Faites-le, appelez-les, parce que je ne fais plus ça. Espèce de petite idiote! Leclerc avait saisi son bras assez fort pour la faire grimacer. Vous êtes viré, avec effet immédiat, foutez le camp. Enlevez votre main d'elle. Ma voix avait traversé le chaos comme une lame. Tout le monde s'était tourné pour me regarder. Leclerc avait ricané. Restez en dehors de ça, Carl. Ça ne vous concerne pas. Mon nom n'est pas Carl. Je m'étais avancé lentement, délibérément. C'est Julien, Michel Dubois, PDG de toute cette chaîne. La couleur avait déserté le visage de Leclerc. Le téléphone de Benoît avait cliqueté sur la table et les yeux de Marie s'étaient écarquillés de choc. « Et vous, avais-je dit, regardant directement Leclerc, vous êtes viré. » La salle de conférence corporative, je la revois encore, même si j'essaie de l'effacer de ma mémoire. C'était il y a quelques jours à peine, mais ça me semble une éternité. Une salle sans âme, des tables longues et polies reflétant les visages tendus, comme des miroirs déformants. Leclerc était assis sur un côté, flanqué d'un avocat qu'il avait embauché dans la panique la veille. En face de lui, il y avait moi, Sophie Oakes, la directrice régionale que j'avais contactée, notre directrice juridique Patricia Durand, et 2 enquêteurs qui avaient roulé toute la nuit. Entre nous, gisaient 4 dossiers, chacun plus épais que le précédent. Le sourire confiant et suffisant de Leclerc, que j'avais vu il y a 4 jours, avait complètement disparu. Maintenant, il semblait gris, diminué, piégé. « Commençons, » avait dit Patricia, ouvrant le premier dossier. « Monsieur Leclerc, nous avons des preuves de vol systématique s'étendant sur au moins 6 mois à la succursale de la Garonne. Manifeste de livraison falsifiée, inventaire détourné et distribution non autorisée d'actifs de l'entreprise. » Elle avait fait glisser une pile de photos sur la table. Mes photos. Le coffre de la BMW chargé, les arrangements de sandwich codés, le sac verrouillé, les écarts de livraison. Ce sont des images sorties de leur contexte, avait commencé l'avocat de Leclerc. Mon client, nous avons une vidéo. L'une des enquêtrices, Diane Moreau, une femme aux yeux vifs, avait tapé sur son ordinateur portable. Des images de sécurité que nous avons récupérées de votre quai de chargement. Regardez. L'écran avait montré Leclerc acceptant des livraisons, modifiant les chiffres des manifestes, chargeant des boîtes sans marque dans son véhicule personnel. Horodaté, daté, irréfutable. La mâchoire de Leclerc s'était serrée. Nous avons aussi des témoignages, avait poursuivi Diane, du chauffeur de livraison qui a confirmé que vous lui payez 500 € par semaine
pour falsifier les registres d'expédition et fournir des articles premium non commandés. Il ment pour se sauver. Nous avons vos paiements Venmo à son intention, Pierre. La voix de Patricia était de glace. Tous les vendredis, pendant 26 semaines, libellé honoraire de consultant. L'avocat avait chuchoté de toute urgence à Leclerc, qui était devenu pâle. Je m'étais penché en avant. Parlez-moi du programme VIP. Leclerc n'avait rien dit. Laissez-moi vous aider, avais-je continué. Vous avez fourni des repas gratuits à des influenceurs locaux, des hommes d'affaires et des politiciens mineurs en échange de critiques positives et de promotions sur les réseaux sociaux. Tout cela en utilisant l'inventaire de l'entreprise que vous avez systématiquement volé. Voulez-vous nier cela? Silence. Patricia avait ouvert le deuxième dossier. Nous avons contacté 15 personnes qui ont bénéficié de ces avantages VIP. 12 ont confirmé l'arrangement. 3 sont prêtes à témoigner que vous leur avez explicitement dit que c'était un programme non officiel qu'elles devaient garder secret. Benoît Lambert a été particulièrement coopératif, avait ajouté Diane avec un mince sourire. Apparemment, il est impatient de se dissocier des accusations de fraude. Il nous a fourni 2 ans de messages textes entre vous deux. Très éclairant. Les mains de Leclerc tremblaient maintenant. Ensuite, il y a le chantage, avais-je dit doucement. Et maintenant, ma voix portait un tranchant qui aurait pu couper l'acier. Marie Dubois, vous avez menacé l'emploi de sa grand-mère pour la forcer à obtempérer. C'est de l'extorsion, Pierre, un crime. Je n'ai jamais... Nous avons des enregistrements. Sophie avait parlé pour la première fois, sa voix dure. Marie a commencé à enregistrer vos conversations il y a 3 semaines sur son téléphone. Chaque menace, chaque manipulation, chaque fois que vous avez invoqué sa grand-mère pour la faire taire. Ça, c'était une nouveauté pour moi. J'avais jeté un coup d'œil à Sophie, qui m'avait fait un subtil signe de tête. Apparemment, Marie avait été plus courageuse que quiconque ne le savait. Leclerc s'était affaissé sur sa chaise. Mais voici ce qui m'intéresse vraiment, avais-je poursuivi, ouvrant le 3e dossier. Votre réseau, Kevin Dubois à la rue des Tilleuls, Sarah Petit au centre-ville, Bruno Martin au quartier ouest. Tous formés par vous, tous exécutant des stratagèmes identiques. Je ne sais pas ce qu'ils... Nous avons fait une descente dans les 3 succursales ce matin à 6 heures du matin, avait interrompu Diane. Nous avons trouvé les mêmes systèmes de code couleur, les mêmes manifestes falsifiés, les mêmes programmes VIP. Dubois a craqué en moins d'1 heure. Il nous a tout donné. Le 4e dossier avait atterri devant Leclerc avec un bruit sourd. Et puis, il y a Antoine Leclerc, avait dit Patricia. Votre directeur régional, l'homme qui vous a tous les 4 promus malgré des signaux d'alarme évidents. Les yeux de Leclerc s'étaient écarquillés. Monsieur Leclerc est actuellement dans une réunion similaire 2 étages plus bas, avait poursuivi Patricia. Nous avons découvert qu'il recevait des cadeaux mensuels, des paiements en espèces allant de 2 000 à 5 000 euros déposés sur un compte appartenant à sa femme. En échange, il fermait les yeux sur les irrégularités et accélérait les promotions de votre réseau. J'avais regardé Leclerc assimiler tout cela. Observé le moment où il avait réalisé à quel point ils avaient tout démantelé. Voici ce qui se passe ensuite, avait dit Patricia. Vous êtes renvoyé immédiatement, avec effet rétroactif à hier. Les 4 managers de votre réseau sont également renvoyés. Monsieur Leclerc est suspendu en attendant une enquête plus approfondie, bien que son renvoi soit probable. Elle avait fait glisser un document sur la table. Ceci est une offre de règlement. Vous restituez chaque centime que vous avez volé. Nous estimons à environ 340 000 euros rien que de votre succursale et vous coopérez pleinement à notre enquête en cours. En échange, nous envisagerons de ne pas engager de poursuites pénales. L'avocat de Leclerc avait saisi le document, le scannant rapidement. Si vous refusez, avait ajouté Patricia calmement, nous remettrons tout au procureur. Vous ferez face à des accusations de détournement de fonds, de fraude, d'extorsion et de complot. Compte tenu des preuves, vous risquez 5 à 10 ans.
Le silence était tombé dans la pièce. Finalement, Leclerc avait parlé, sa voix à peine un murmure. Et les autres? Dubois, Petit, Martin. Même offre, avais-je dit. Confessez, remboursez, coopérez ou faites face aux poursuites. La plupart des gens intelligents acceptent l'accord. Et si je l'accepte? Vous signez des aveux. Il vous est interdit de travailler dans la restauration à nouveau. Vous payez une restitution intégrale et vous vivez avec la connaissance que vous avez essayé de détruire la vie d'une bonne personne parce que vous étiez trop paresseux et avide pour faire votre travail. Franchement, Leclerc avait regardé son avocat qui avait hoché la tête sombrement. J'accepte l'accord, avait chuchoté Leclerc. Je m'étais levé. Choix intelligent. Pour une fois. Alors que je sortais, Patricia m'avait appelé. Monsieur Dubois? Marie Dubois vous attend à l'extérieur. Elle a demandé à vous voir. Mon expression s'était adoucie. Faites-la entrer. Marie se tenait dans le couloir, portant toujours son uniforme de serveuse, l'air petite, effrayée et pleine d'espoir à la fois. C'est fini? Avait-elle demandé. J'avais souri. C'est fini. Il est viré. Ils sont tous virés. Et pour la première fois depuis des mois, Marie Dubois avait commencé à pleurer des larmes de soulagement. J'ai vu le regard de Théo ce jour-là, au restaurant, après que Marie ait osé. Il y avait une sorte d'incrédulité, mais aussi, j'en suis sûr, une étincelle de fierté. Le gamin remplissait ses salières, il n'était passé ses ouf ou entendre grand-chose, mais je parie qu'il avait tout capté. Pour lui, Marie devait être une sorte d'héroïne, même s'il ne comprenait pas encore l'ampleur de son courage. Ce n'était pas juste son collègue qui s'était levé, c'était un défi lancé à une autorité qui oppressait tout le monde. Je me demande ce qu'il a pensé quand j'ai révélé qui j'étais. Probablement que la cavalerie était enfin arrivée, une fin de conte de fées. Les choses sont rarement si simples, n'est-ce pas? Mais je sais que ce moment, cette seconde de défi de Marie, ça a résonné en lui. Qu'auriez-vous fait à sa place, vous? Auriez-vous risqué ce que Marie a risqué, sans savoir que j'étais là pour l'attraper si elle tombait? Je ne suis pas sûr. La boulangerie régionale sentait bon, une douce odeur de paradis. Du pain frais, de la levure, de la chaleur réconfortante. J'étais près de l'entrée, observant Rosa Duval, une petite femme aux cheveux argentés et au tablier saupoudré de farine, rire avec ses collègues alors qu'elle sortait du levain frais des fours industriels. Elle bougeait avec la grâce d'une personne qui avait fait cela pendant 3 décennies, ses mains façonnant la pâte comme un sculpteur travaillant l'argile. Elle n'avait aucune idée que sa vie était sur le point de changer. « Madame Duval ?» Sophie Oakes s'était approchée avec un doux sourire. « Pourrions-nous vous parler un instant? » Rosa avait levé les yeux, inquiète. « Y a-t-il un problème? » Et je... « Rien n'est mal, avais-je dit, m'avançant. Je suis Julien Dubois, PDG de l'entreprise. Je voulais vous rencontrer personnellement. » Les yeux de Rosa s'étaient écarquillés. Elle avait rapidement essuyé ses mains sur son tablier. « Oh, monsieur Dubois, je suis désolé. Je ne savais pas. Aurais-je dû préparer quelque chose? S'il vous plaît, ne vous excusez pas. J'avais désigné un petit bureau à l'écart du plancher principal. Nous avons juste besoin de quelques minutes de votre temps. » À l'intérieur, Rosa était assise nerveusement, les mains jointes sur ses genoux. Sophie était assise à côté de moi, tenant un dossier. « Madame Duval, avais-je commencé, je dois vous parler de quelque chose qui s'est passé à notre succursale de Lac-Garonne. Cela concerne votre petite fille. » Le visage de Rosa était devenu pâle. « Marie, est-elle blessée? Est-ce que quelque chose? Elle va bien, mieux que bien, en fait. » Je m'étais penché en avant, mais elle vous a protégé pendant des mois. Lentement, avec soin, j'avais tout expliqué. Les menaces de Pierre Leclerc, le chantage, comment Marie avait enduré les abus et la manipulation parce qu'elle pensait que c'était le seul moyen de garder Rosa en sécurité. À la fin, Rosa pleurait, ses petites mains pressées contre sa bouche. « Ma Marie » avait-elle chuchoté. « Ma douce enfant, elle n'a jamais rien dit,
Jamais plein. Je pensais, je pensais qu'elle aimait juste ce travail. Elle vous aime, avais-je dit doucement. Assez pour tout sacrifier. Où est-elle maintenant? Elle attend dehors. Mais d'abord, je voulais vous parler de votre avenir ici. Sophie avait ouvert le dossier. Madame Duval, votre dossier de personnel montre 30 ans de service exemplaire, une assiduité parfaite, 0 plainte, 12 félicitations de superviseur. Vous avez formé 43 nouveaux boulangers et votre levain est si populaire que nous avons eu des demandes pour le distribuer dans d'autres régions. Rosa avait l'air confuse. Je fais juste mon travail. Vous le faites extraordinairement bien, avais-je dit. C'est pourquoi nous aimerions vous promouvoir au poste de coordinatrice régionale de boulangerie. C'est un poste de supervision, supervisant le contrôle qualité et la formation dans les 8 boulangeries de cette région. Une augmentation de salaire de 35 000 € par an, un ensemble complet d'avantages sociaux et une sécurité d'emploi garantie par écrit. Rosa m'avait regardé fixement. J'ai 72 ans et vous êtes la meilleure boulangère de cette entreprise, avait dit Sophie fermement. L'âge est sans importance. La compétence est ce qui compte. Mais je ne peux pas. La voix de Rosa s'était brisée. Après ce qui est arrivé à Marie à cause de moi, rien n'est arrivé à cause de vous, avais-je interrompu doucement. Ce qui est arrivé, c'est à cause d'un manager corrompu qui a exploité l'amour de votre petite fille pour vous. C'est de sa faute, pas la vôtre. Jamais la vôtre. Rosa avait pleuré doucement et Sophie lui avait tendu des mouchoirs. Vous n'êtes pas obligé de décider aujourd'hui, avais-je ajouté. Prenez votre temps, réfléchissez-y, mais sachez que cette offre s'accompagne de ma garantie personnelle. Personne ne menacera plus jamais votre emploi. J'ai mis en œuvre de nouvelles politiques, des systèmes de signalement confidentiels, des lignes directes vers l'entreprise qui contournent la direction régionale. Ce qui est arrivé à Marie n'arrivera plus jamais à un autre employé. Rosa avait levé les yeux à travers les larmes. Puis-je la voir, ma petite fille? J'avais souri. Elle est juste dehors. Les retrouvailles eurent lieu sur le parking de la boulangerie et j'avais dû détourner le regard. Rosa avait couru vers Marie malgré son arthrite et Marie avait attrapé sa grand-mère dans une étreinte qui semblait pouvoir guérir des blessures qu'aucune d'elles ne savait nommer. « Je suis désolé, » sanglotait Marie. « Je suis tellement désolé de ne pas vous l'avoir dit. Ma chérie, tu me protégeais, ma brave, brave fille. J'avais si peur. Je sais, mais c'était fini maintenant. Nous sommes en sécurité. » Elle s'était tenue et avait pleuré, et j'avais senti quelque chose de serré dans ma poitrine se desserrer enfin. Sophie était apparue à mes côtés. La succursale de la Garonne rouvre demain avec une nouvelle direction. Théo s'est promu chef d'équipe. C'est lui qui a convaincu Marie de commencer à enregistrer Leclerc. Et le nouveau manager est quelqu'un de l'extérieur de la région. Table rase. Bien, j'avais fait une pause. Et Marie, assistante manager en formation, comme vous l'avez demandé, programme de 6 mois avec un soutien corporatif complet. Si elle réussit, et je pense qu'elle le fera, elle dirigera sa propre succursale d'ici l'année prochaine. J'avais hoché la tête, satisfait. De l'autre côté du parking, Marie avait levé les yeux et avait rencontré mon regard. Elle avait murmuré 2 mots. « Merci ». J'avais hoché la tête en retour, et aujourd'hui, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, d'avoir été là, sur le terrain, de voir cette réalité. Parfois, je pense que j'ai commis une erreur en repoussant les limites, en risquant trop pour une simple enquête de terrain. Probablement les deux. C'est ça la vie, non? Rien n'est simple, rien n'est parfait. Mais le travail que nous avons accompli, la vie que Marie et Rosa ont pu récupérer, ça valait le coup. Les chiffres sont meilleurs, la succursale tourne. Mais surtout, les sourires sont réels. Et ça, aucune feuille de calcul ne peut le mesurer. C'est ça la vraie justice, je crois. Ou du moins, une partie de la réponse.